De retour avec nous pour la deuxième partie de Wanted TV et à l'occasion, j'accueille de nouveaux invités. Merci Anita Traoré d'être là. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'association Chance et Protection pour toutes. C'est une association qui œuvre pour favoriser l'insertion des femmes et des filles en société. Aussi, vous êtes à l'initiative du prochain reportage que nous allons voir dans quelques minutes. Ça va ? Ça va, très bien, merci beaucoup. Merci à vous. J'accueille également Madame Diane Bicoq. Bonjour Diane. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, merci. Vous êtes psychologue et présidente de l'association Psy Sans Frontières. Et la démarche consiste à apporter du soutien psychologique aux populations migrantes, réfugiées et demandeuses d'asile qui arrivent à Tours. C'est ça ? C'est bien ça. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. À côté de vous, nous avons Madame Niouma Camara. Comment ça va ? Ça va. Vous allez bien ? Vous êtes la fondatrice de l'association Naya. Et je me suis renseignée, Naya en langue bambara, ça veut dire viens. Tout à fait. Bah oui, j'ai recherché. Merci. L'association est basée à Saint-Pierre-des-Corps et vous proposez justement aux populations de venir vous rencontrer pour partager entre autres des activités éducatives, mais aussi pour leur apporter du soutien administratif. C'est ça ? Tout à fait. Effectivement. J'aurai l'occasion de nous en dire un peu plus lors des échanges. Et toujours avec nous, avec grand plaisir, Monsieur Sébastien Branger. Je le rappelle, vous faites partie de l'équipe Wanted TV, vous êtes journaliste, et c'est vous qui avez accompagné entre autres Anita et tous les participants de l'édition 2024, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Merci d'être avec nous tout au long de l'émission. À présent, découvrons le reportage Mutilation sexuelle féminine, réparer l'espoir, c'est une question. On se retrouve ensuite, après avoir visualisé les images, pour discuter un peu plus en profondeur sur le sujet. Chaque année, depuis 2012, en date du 6 février, a lieu la Journée internationale de lutte pour l'abandon des mutilations sexuelles féminines. À cette occasion, le 9 février 2024, l'association Chance et Protection pour toutes a organisé à la mairie de Tours une conférence qui a rassemblé des professionnels de santé, des associations, des artistes et le grand public pour échanger autour de ce sujet tabou, même au sein des communautés qui les pratiquent. C'est un sujet qui nous touche, nous aussi, en France. C'est pas un sujet qui touche que les autres pays et qui a un risque pour les enfants qui partent en vacances dans les pays d'origine de leurs parents, qu'elles soient excisées. Donc c'est important que l'État s'engage pour les personnes qui vivent en France qui peuvent subir cette violence. Le mineur qui rentre peut aller voir un avocat, il aura l'aide juridictionnelle et il peut déposer plainte pénale contre les parents ou contre la personne de la famille qui a réalisé l'excision. Il y a une promesse mondiale d'éradication d'ici 2030. Les choses se font petit à petit, même si c'est toujours difficile, mais je pense que le plus important, c'est d'aller au niveau local et d'aller directement voir ces communautés-là pour faire la sensibilisation auprès d'eux. Les mentalités, au fur et à mesure, peuvent changer. Ça prendra du temps, mais ça peut changer. Les mutilations sexuelles féminines sont tabous et entourées de beaucoup de préjugés. Yaya Kassé, slameur engagé pour l'abandon de ces pratiques, nous livre son témoignage et explique. Enfant, je trouvais l'excision normale. Je trouvais même ce rituel, c'était festif. Quand j'ai eu une petite sœur qui avait l'âge de subir l'excision, mon père qui ne voulait pas faire exciser sa fille et ma mère qui tenait. Elle dit, à cause de la pesanteur sociale, dans l'imaginaire collectif, elle dit, imagine, on va pointer du doigt ma fille, il n'y a que ta fille qui n'est pas excisée et tout. Moi, j'étais petit, j'avais à peine 10 ans. Je n'avais pas mon mot à dire. Mon père et ma mère sont venus à un compromis. Ma sœur n'a pas été vraiment excisée, mais ils ont fait croire qu'elle a été excisée. Pour la pression sociale, il faut dénoncer, c'est pas normal. Il y a du travail encore à faire, mais il ne faut pas lâcher du lest, il faut continuer et tout. Ce travail peut se faire grâce à la chirurgie réparatrice ou par un parcours de soins psychologiques, possible dans plusieurs villes en France, y compris à Tours, où Dr Jeanneret prend en charge des patientes souhaitant obtenir réparation. Sur cette demande de réparation, il y a une demande de réparation anatomique, mais il y a aussi une demande de réparation qui est beaucoup plus globale, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental. Et en effet, il n'y a pas qu'une procédure chirurgicale à mettre en place, mais cette procédure chirurgicale doit s'inclure sur une prise en charge beaucoup plus étendue et qui prend en compte la santé mentale de la patiente. Chaque patiente qui consulte, elle a ses propres motivations de demande de reconstruction. Derrière mon geste opératoire, il y a des soins à faire, il y a une tolérance à la douleur à avoir, il y a plein de choses à mettre en place dans le quotidien pour accepter ce geste, faire en sorte que ce soit vécu de manière satisfaisante, même si l'aboutissement est sur quelque chose de positif avec une reconstruction. Le psychique
qui doit se réparer lui aussi. On opère au niveau d'une zone qui a été traumatisée, avec un traumatisme énorme, qui est très souvent occulté, et le risque est de réveiller ce traumatisme et en fait de faire souffrir une patiente s'il n'y a pas tout cet entourage. Il arrive rarement qu'on puisse dire non parce que, c'est-à-dire que ce sont toujours des femmes à qui on a dit non depuis toujours. On ne les a pas écoutées depuis toujours et en fait, cette demande de réparation, c'est la première fois qu'elles prennent, elles, une décision vis-à-vis d'elles, pour se réparer. J'ai des patientes qui ont une excision de type 1, donc très modérée, qui ont quand même une vie sexuelle tout à fait satisfaisante. Voilà, c'est des patientes qu'il faut entendre, qu'il faut informer. Et c'est vrai que parfois, la réparation n'est pas de fait parce que je ne ferai pas mieux et que je risque de générer des douleurs qui vont lui rendre la vie difficile après, pendant 3 mois, pendant 6 mois, sans aboutir à un mieux-être ensuite. L'excision, parfois, ça fait peur aux professionnels quand ils ne sont pas formés. Très souvent, il y a des personnes excisées pour lesquelles ce n'est pas tout à fait visible. Et si on n'a pas cet œil, cette formation, beaucoup de soignants passent à côté. L'évolution des mentalités, elle va se faire aussi parce que la parole des femmes, et ça on n'arrête pas de le dire, elle se libère aussi. Et que ce sont ces dames-là qui vont en parler autour d'elles, faire connaître cette possibilité de réparation. Et puis aussi autoriser le dialogue et autoriser le fait qu'on puisse en parler sans que ce soit quelque chose de honteux. Pour croiser nos regards, j'ai voulu comprendre ce que vit au quotidien une autre femme concernée par l'excision. Tu as été excisée à quel âge ? 8 ans. Tout ça s'est passé pendant les vacances d'été. C'était dans le pays d'origine de mes parents. J'avais un petit peu peur, mais j'étais pas plus concernée que ça en fait. Je me disais, peut-être que ça va me faire un petit peu mal et puis après je retournerai jouer. Tout simplement. J'étais avec des personnes de confiance, donc j'avais pas de raison d'avoir peur de toute façon. Je me sentais en sécurité. Personne ne me parlait, j'avais l'impression, moi, d'être juste de faire partie du décor. Donc mes tantes m'ont tenu les bras, les jambes, et je comprenais vraiment pas ce qui se passait. La dame a sorti une lame que ma mère lui a donnée. C'était une lame neuve. J'ai eu cette chance-là. Je crois que j'ai jamais eu autant mal de ma vie, en fait. Mais cette douleur-là, c'était quelque chose de différent. Ah oui. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu as toujours ces traumatismes-là ? Oui. Ça m'a marqué. Ma mère m'a interdit d'en parler. Donc ça fait que pendant plus d'une dizaine d'années, moi j'en ai pas parlé. Mais avant ça, c'était un tabou. Moi-même, dans ma propre vie, je n'osais pas y penser. Pourtant, je me suis documenté sur ça à partir de mes 12 ans. J'ai vu Fleur du désert, j'ai lu son livre aussi. Et surtout, quelque chose qui est resté pendant très longtemps, c'était légitimer ce qu'il m'avait fait. Et en fait, trouver une raison valable. C'est très difficile à vivre, surtout quand j'ai commencé une thérapie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait en fait ce point d'entrée finalement qui était ce que j'avais vécu à mes 8 ans. Qui a cassé quelque chose en fait dans ma confiance en moi, mais surtout dans la confiance que j'avais en ma mère et les autres. Est-ce que tu penses que du coup, à travers tout ça, ça t'a fait toi-même perdre confiance en toi ? J'avais pas le droit, moi, de disposer de ma personne. C'est-à-dire que même ma pensée, elle était contrôlée. J'ai demandé en fait des explications à ma mère. Encore une fois, elle m'a bridé dans ce que je pensais. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit de penser que ce qu'elle avait fait était mal. Elle a raison, j'ai tort. Après, oui, j'essaye moi de me reconstruire à côté. J'ai en thérapie. Ça m'a permis, oui, de comprendre et surtout d'accepter, par exemple, par rapport à ma mère, que j'aurais pas d'excuses de sa part, ni de personne d'autre d'ailleurs. Et il faut que j'avance parce que je peux pas continuer moi à ruminer dans ma vie. Ça m'avance à rien. C'est pas quelque chose de lointain qui se passe que dans les villages reculés en Afrique ou en Asie. Et que nous aussi, les gens qui côtoient au quotidien, on l'a vécu. Et qu'on vit aujourd'hui avec des conséquences physiques et psychologiques de cette action. On est marqué à vie. Mais ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, c'est tout faire justement pour pas être brisé par ce traumatisme, ou si on l'a été, pour essayer de se reconstruire. À la Maison des Femmes de Tours, il y a un atelier d'écriture, un endroit où on pouvait écouter ce que j'avais à dire. Où tu pouvais t'exprimer encore. C'est ça, je pouvais m'exprimer librement, c'est ça. Contrairement à ce qui est véhiculé, ces pratiques ne sont pas religieuses. Ce sont des pratiques traditionnelles présentes sur la quasi-totalité des continents et dans toutes les catégories socio-professionnelles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, si rien n'est fait dans les 10 prochaines années, 30 millions de filles seront à risque d'excision. Et vous, êtes-vous prêts
Êtes-vous prête à vous engager pour l'abandon des mutilations sexuelles féminines ? Merci Anita pour ce reportage. On l'a vu, on l'a compris, les mutilations sexuelles féminines touchent de nombreuses femmes aujourd'hui à Tours et dans le monde entier. Juste pour vous donner un chiffre, selon l'UNICEF, en mars 2024, elles étaient environ 230 millions de victimes. Et avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous, je voudrais revenir sur la définition d'une mutilation sexuelle féminine. Donc selon l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, cela concerne toutes les interventions incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales. Et la nuance, elle est là, elle est importante. Anita, vous êtes donc à l'initiative de ce reportage et on vous voit à la fin interviewer cette femme qui a subi l'excision. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes déjà engagée depuis 10 ans auprès des femmes puisque vous les accompagnez à travers votre association. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur votre engagement et notamment auprès des femmes qui sont victimes d'excision aujourd'hui? Bien sûr. Donc oui, moi je suis présidente et fondatrice de l'association Chance et Protection pour Toutes qui prend en charge des femmes nouvellement arrivées notamment à Tours dans leur démarche administrative mais aussi médicale. Et on accompagne en ce sens des femmes victimes de mutilations sexuelles féminines à Tours. C'est un accompagnement d'abord de l'écoute qu'on leur accorde et ensuite on essaie de travailler aussi sur un accompagnement médical en les accompagnant notamment à la Maison des Femmes et aussi surtout lorsqu'elles font des demandes de titre de séjour et d'asile, on leur demande toujours de prouver qu'elles ont été excisées et souvent on ne sait pas comment prouver qu'on a été excisé. Donc il faut les conduire vers auprès des spécialistes pour un certificat médical qui prouve qu'elles ont été excisées. Donc nous c'est cet accompagnement qu'on fait. Et on intervient aussi en milieu scolaire et auprès de la PMI, donc la protection maternelle et infantile, pour informer et sensibiliser ces professionnels à la question des mutilations sexuelles féminines. D'accord, donc c'est un combat déjà que vous menez depuis 10 ans, hein. C'est pas nouveau, de vous être bien informé sur le sujet. Je me tourne vers vous, Diane. Avec votre association Psy Sans Frontières, vous rencontrez aussi beaucoup de monde, des femmes et des hommes qui viennent de l'extérieur, je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous recevez aussi des femmes qui ont subi l'excision, puisque c'est le sujet du jour ? Alors, moi, je mettrais ça sous le prisme des violences sexuelles. Et je fais exprès de le dire comme ça, parce que on a tendance à trop séparer les choses et à traiter les questions d'excision un peu à part, alors que je pense que ça fait vraiment partie d'un ensemble qui sont les violences faites aux femmes. Donc pour répondre à la question, on reçoit aussi des femmes victimes. Simplement, l'abord de cette question reste compliqué parce que c'est souvent des traumatismes très graves qui se sont ancrés depuis longtemps dans leur vie et avec lesquels elles essayent de vivre au quotidien. Donc ça n'est pas simple, mais on essaye de créer des espaces qui vont leur permettre cette expression. Et comment vous les aidez justement à s'exprimer ? Il y a plein d'activités, il me semble, avec l'association. On a d'abord, pour des questions de langue, on a proposé l'art-thérapie comme premier outil, c'est-à-dire comme première approche aux soins dans des groupes de thérapie qui sont animés à la fois par une psychologue et une art-thérapeute. À chaque fois, on essaye de faire ça. Et qui permettent aux personnes de pouvoir poser dans un premier temps, d'exprimer leurs premières douleurs, leurs premières difficultés, qui sont multiples une fois qu'ils arrivent en France. Parce qu'il y a eu les raisons pour lesquelles les personnes sont parties. Donc l'excision peut faire partie de ces raisons-là. Et puis, il y a le parcours migratoire et les problématiques rencontrées une fois qu'ils sont ici, c'est-à-dire très souvent la recherche de papiers, de logements, etc. Et la santé mentale est traitée un peu à côté, même si on essaye de mettre cette problématique en avant.
parce que ça fait partie d'un tout en réalité pour l'accueil des personnes. Ça, c'est les associations qui le font clairement aujourd'hui. C'est beaucoup les associations. Alors, pour des raisons qui sont... Alors, les professionnels, bien sûr, font aussi leur travail, mais c'est des questions de moyens très souvent. C'est-à-dire que tout simplement... sur les questions de santé mentale, on a déjà une problématique en France, c'est-à-dire que les gens ne sont pas pris en charge correctement. Et pour ces publics-là en particulier, c'est encore plus difficile parce qu'ils amènent aussi des problématiques qui sont très spécifiques et qu'il y a besoin de former les professionnels tout simplement à cette écoute-là et aux problèmes particuliers. En ce qui concerne l'excision, je dirais que c'est aussi un tabou de la société française. C'est-à-dire ça parle de sexualité aussi. Ça reste tabou. C'est ce qu'on attaque, en fait. Je vous vois acquiescer, Niouma. Oui, c'est tabou, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec Diane ou Anita. Et moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que au départ, j'avais pas cette vision qu'Anita a sur le terrain et dont elle œuvre pendant des années et des années. En fait, moi, je reçois un public qui, oui, effectivement, a été plus ou moins esquissé ou pas. Mais à ce jour, nous, on reçoit un public de femmes ayant fait la traversée. Donc, les problématiques d'esquission, en fait, elles sont là. Elles sont réelles et elles sont parlées quotidiennement dans notre association. Alors, nous, notre action, au niveau de Naya, c'est des groupes de parole. D'accord. On a un grand groupe de parole, Naya, et dans ce groupe de parole, en fait, on y a retiré ce groupe de femmes ayant énormément de problématiques psychologiques, de santé mentale et de parcours migratoire. Et du coup, on en a créé un groupe qui s'appelle aujourd'hui La Traversée. D'accord. Et ça va, il est fourni, entre guillemets, je veux dire, il y a du monde qui vient? Alors, à ce jour, je vais vous donner un chiffre, on est à 22 femmes. 22 femmes, d'accord. Sur le groupe de La Traversée. D'accord. Parce que c'est vrai que ça fait partie des solutions, hein, vous le disiez dans le reportage, de libérer la parole. On a vu aussi qu'il y avait cette journée de mobilisation contre l'excision qui existe déjà depuis 12 ans. Et il y a des émissions comme la nôtre qui en parlent, tant mieux. Mais comment on explique le fait qu'aujourd'hui, elles sont 230 millions qui auraient été excisées partout dans le monde. C'est déjà plus de 15% par rapport à 2016. Pourquoi ça ne cesse pas, puisqu'on en parle, puisqu'on essaye d'agir aujourd'hui? Je vous pose la question. C'est général, tout le monde va me donner son avis parce qu'on veut avancer sur le sujet. Bien sûr. Je pense que ça n'avance pas aujourd'hui parce que depuis très longtemps, on va dire depuis une cinquantaine d'années à peu près, il y a beaucoup de sensibilisation médiatique, mais on ne va pas peut-être directement auprès des personnes concernées, auprès des populations concernées. Nous, c'est ce qu'on fait à travers notre antenne en Guinée. On va directement en zone rurale pour sensibiliser, informer les populations en langue locale. Vous sentez que ça marche? Ça fonctionne parce que les gens comprennent en fait la problématique, en tout cas l'une des problématiques sur la question de l'excision, c'est de ne pas comprendre ce qu'on est en train de faire subir aux filles. Mais d'ailleurs, excusez-moi de vous couper, mais on en parle depuis tout à l'heure, mais pour quelles raisons? On pense plus ou moins le savoir, hein. Ça fait des années qu'on parle d'excision, mais est-ce qu'on pourrait rappeler pour quelles raisons ces femmes sont excisées, donc, je le rappelle, en Afrique et même partout dans le monde? Pour avoir le contrôle sur le corps de la femme. Moi, c'est la seule raison que je vois, parce que les raisons qui disent que si on excise une fille, ce ne sera pas une fille légère, ce sera une fille qui va être très rapidement mariée, etc. Donc, ça varie d'une communauté à une autre, mais ces raisons-là ne tiennent plus aujourd'hui, on le sait, dans nos communautés et même partout dans le monde. Mais en tous les cas, je pense que tout ça vient en tout cas valider le contrôle que la société voudrait avoir sur le corps de la femme. Quand on parle de contrôle de société, forcément les médias ils sont pour quelque chose puisqu'ils propagent les informations. Qu'est-ce que vous en pensez, Sébastien? Pourquoi est-ce que ça augmente finalement le nombre de victimes? Parce qu'on n'en parle pas ici, en tout cas, à minima, oui. On n'en parle pas parce que dans la culture populaire, en France, ça n'existe pas vraiment, mais avec l'apport des migrations, le passé colonial de la France fait qu'aujourd'hui, il y a des liens quand même qui sont extrêmement forts entre le continent africain
Et la France, du coup, avec ses avantages et ses inconvénients, les inconvénients, c'est peut-être des pratiques qui sont archaïques, qui ne correspondent pas, on va dire, à l'esprit et à la culture française. Je pense qu'il y a un rejet, tout simplement. Hein. On ne veut pas voir ça. C'est quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui ne concerne pas les Français. Et donc, on n'appuie pas dessus. Je crois qu'il y a aussi une méconnaissance du sujet. Je crois même que le mot excisé est un mot que la plupart des gens ne connaissent pas, en réalité. Donc, c'est tout ce phénomène-là qui engendre une méconnaissance en fait, des journalistes, des médias en fait, sur le sujet. C'est regrettable. Donc heureusement qu'on existe là où nous aujourd'hui. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Voilà, c'est un sujet dont on a envie de parler parce qu'il est essentiel et c'est vrai que c'est toujours très court. Mais peut-être un dernier mot de la part de Nyouma et de Diane. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors pour prévenir ces excisions? Donc elle a dit qu'il faut aller peut-être directement à la source pour communiquer. Mais à votre avis, d'expérience sur le terrain, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire sensibiliser. Il y a des démarches pédagogiques aussi à faire, rencontrer les publics concernés aussi pour expliquer les traumatismes. C'est-à-dire que c'est réel, il y a des conséquences sur toute la vie d'une femme. Sur sa sexualité, lorsqu'elle accouche, elle peut en mourir. Je dirais sur son expression en général. Ça joue vraiment énormément. Et puis, il y a la formation des professionnels aussi, qui est très importante. C'est-à-dire que parfois, il est très compliqué d'en parler parce que ça touche à l'intime, tout simplement, et que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Et oui, malheureusement, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. L'émission se conclut comme ça. Nous, on a voulu en tout cas rentrer en profondeur sur ce sujet. Merci d'avoir été avec nous. Cela s'arrête de cette façon, mais c'était déjà pas mal de pouvoir évoquer le sujet. On vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui sur TV Tours. Merci à Tours Métropole Val-de-Loire, la DRAC Centre Val-de-Loire, la région Centre-Val. Vous faites avec moi. Le FONGEP, le département de Touraine et la préfecture d'Indre. Merci aux associations Vivre Ensemble aux Rives du Cher, attention, le Centre Social de la Radière, le Studio Escape, le Centre Social Pluriel, toute l'équipe du 13 Espace Pluriel. Un grand merci aussi aux participants qui ont réalisé ces reportages pour leur engagement. Merci à vous, Sébastien, pour l'implication. Merci à tous, en tout cas. L'association Prod Cité à Pépiang Toufdi, ainsi que les intervenants et les stagiaires. Suivez-nous sur les réseaux sociaux wantitv.émission. Et nous avons aussi un nouveau site internet. Vous le saviez, Anita, le nouveau site internet? Oui. C'est bien. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, www.wantitv.fr. On vous embrasse tous et surtout, restez connectés. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux échanges. À très vite.